Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres, ou à ceux qui me découvrent à l'occasion de cette vidéo. Alors, on va faire la petite vidéo traditionnelle où je réponds aux questions que vous m'avez adressées sur le thème majoritairement de l'investissement et de façon plus minoritaire sur l'entrepreneuriat. Alors j'ai reçu un petit peu moins de questions que d'habitude cette fois-ci, donc la vidéo sera peut-être un peu moins longue que la dernière fois qui avait duré près d'une heure. Évidemment, j'en ai traité déjà un certain nombre et peut-être que donc vous avez moins de nouveautés sur vos questions. Évidemment, je ne réponds pas aux questions que j'ai déjà traitées dans une vidéo précédente. Si vous ne les avez pas encore visionnées, je vous invite à aller les voir sur la chaîne. J'ai d'ailleurs fait une playlist constituée uniquement de ces vidéos questions-réponses avec vous. Alors rentrons dans le vif du sujet et on commence par la première question de Rémi. En point fiscalité immobilière, je me suis rendu compte en LMNP de la difficulté d'obtenir des factures pour les meubles à l'adresse du nouveau logement. Certains magasins ne sont pas habitués à en faire, et pour d'autres, il est nécessaire de changer la domiciliation dans leur fichier à l'adresse du logement acheté que nous n'allons pas occuper. Est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés et as-tu des astuces? Alors, moi, je ne rencontre pas vraiment de difficultés pour avoir des factures pour mes meubles dans les logements qui sont en meublé. De toute façon, les magasins sont obligés de vous faire une facture si vous la demandez. Alors, il peut arriver que parfois elles soient un peu artisanales, du type sur papier libre où il y a juste le tampon, mais à partir du moment où il y a l'adresse parfaitement précise de votre logement, il n'y a pas de problème. Et attention, quand je dis parfaitement précise, parfois vous avez plusieurs logements dans une même copro, il faut bien même normalement préciser le numéro de l'appartement concerné par les travaux ou par les meubles. Alors, l'astuce pour pas effectivement, quand on achète aussi des meubles pour soi, qu'il y ait une adresse à changer, plusieurs adresses, ou qu'on veut recevoir éventuellement à son domicile les promos du magasin et donc on ne veut pas changer son adresse postale dans leur fichier. Bon, l'astuce que j'ai en fait, c'est que j'ai une adresse mail spécifique pour mes activités immobilières. Donc en fait, dans ces magasins qui me connaissent déjà en tant que client et que je veux garder, voilà, recevoir les pubs chez moi ou les promos, les 10% de réduction pour mon anniversaire et que ça arrive bien à mon domicile, et bien tout simplement, quand j'achète un meuble pour mes logements LMNP dans ce type de magasin, je crée un nouveau compte comme si je n'étais pas déjà client. Je donne mon adresse mail spécialisée pour mes activités immobilières et puis je donne l'adresse postale du logement concerné. Ensuite, seconde question, une question d'Éric. Faut-il être propriétaire de sa résidence principale quand on franchit le pas de l'indépendance financière? J'ai un patrimoine locatif, mais je suis locataire de ma résidence principale et j'ai du mal à me dire que je vais me fixer quelque part quand je franchirai le pas de quitter mon boulot salarié, ce qui est prévu d'ici quelques années. Alors moi personnellement, je pense qu'en mode indépendance financière, il faut être propriétaire de sa résidence principale, même si on pense bouger un petit peu. Alors pourquoi? Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami justement qui est passé en mode indépendance financière. Il hésitait à acheter sa résidence principale et il a acheté, je crois, aux alentours de 2016. C'était voilà, sur la côte atlantique, on va dire, entre La Rochelle et Nantes pour schématiser. À l'époque, il a payé 300 000 euros. Aujourd'hui, s'il voulait acheter la même résidence principale, il devrait la payer 600 000 euros. Et donc, il se félicite de l'avoir acheté à l'époque, même s'il n'avait pas prévu de se fixer définitivement. Alors oui, vous allez me dire, en contrepartie, il avait de l'IMO locatif qui lui aussi avait augmenté en prix. Mais déjà, c'était des appartements et non des maisons, donc ils n'ont pas forcément augmenté de la même proportion, ils peuvent se situer à des endroits différents de là où vous voulez vivre, etc. Donc finalement, garder cette part en locatif pour les revendre sur un autre type, ça peut être un peu embêtant. Si vous voulez vraiment pas avoir votre résidence principale en indépendance financière, il faut que vous ayez la somme mobilisée pour votre résidence principale dans quelque chose de proche que ce que vous voudrez avoir une fois que vous vous poserez. Par exemple, si vous pensez, une fois que vous avez fini votre tour du monde ou je ne sais quoi, vivre à 15 km de Montpellier, eh bien, il faut acheter une résidence principale à 15 km de Montpellier du type de celle que vous voudrez avoir. Alors même si ce sera en rentabilité pendant que vous allez la louer pour essayer d'en tirer quelque chose pendant que vous ne l'occupez pas, moindre que si vous avez fait du pur locatif à visée locatif, au moins en termes de risque, vous garantissez le prix que vous pourrez avoir quand vous le voudrez, votre résidence principale. Parce que finalement, si vous ne l'avez pas et que vous devez revendre, comme ce serait arrivé à mon copain s'il n'avait pas acheté sa résidence principale, finalement 600 000 euros de biens immobiliers au lieu de 300 000 quand vous aviez fait vos plans, et bien finalement c'est 300 000 euros de biens immobiliers qui feront de la rente en moins pour vos besoins de vie. Donc moi je préfère l'avoir quand on passe en mode indépendance financière et à minima avoir en IMO l'équivalent pour couvrir le risque de ce qu'on aurait besoin. Petite parenthèse sur la résidence principale,
Je pense par contre, quand on construit notre patrimoine, qu'il ne faut pas l'augmenter proportionnellement à la croissance du revenu et des patrimoines, pour la faire coïncider linéairement avec l'augmentation de notre train de vie. Alors oui, mes résidences principales se sont améliorées quand mon train de vie, mon patrimoine a augmenté, mais elles se sont toujours améliorées en termes de taille, de prix, etc., moins vite que mon patrimoine grossissait, et ça, je pense que c'est une chose intéressante à faire. Alors bien sûr, il faut quand même avoir une résidence principale où on est bien, on y passe du temps, etc. Mais moi, je trouve que voilà, accroître un peu ses besoins sur la résidence principale à une vitesse moindre que celle où le patrimoine, les revenus ou le train de vie augmente, c'est pas mal. Ensuite, Benjamin. Bonjour Julien, quand vous parlez de l'avantage fiscal au bout de 20 ans de la SCI versus nom propre, prenez-vous en compte que le taux bancaire est plus élevé et qu'il y a des frais comptables. Je suis tiraillé entre ces deux solutions pour un futur investissement immobilier. Alors effectivement, j'avais fait un petit zoom entre la SCI à l'IS et le LMNP ou le LMP dans la vidéo précédente. Et ce que je disais, c'est que la SCI IS était surtout adaptée si vous faisiez grossir la boule de neige, mais que vous ne vouliez pas forcément retirer les dividendes de la SCI pour ne pas déclencher la fiscalité, puisqu'on peut faire dans une SCI à l'IS un peu grossir la boule de neige à l'intérieur, et la fiscalité est moindre tant qu'on ne sort pas de ça. Ça peut fonctionner un peu comme un PEA si on fait un parallèle. Mais par contre, à l'inverse d'un PEA, que quand vous sortez, vous ne prélevez que les prélèvements sociaux, là, la SCI à l'IS, elle peut faire mal en sortie, à la fois sur l'imposition des dividendes, mais aussi quand vous revendez des biens à l'intérieur de cette SCI. Donc finalement, la SCI à l'IS, c'est bien si vous voulez vous construire un patrimoine à long terme, faire boule de neige. Je dirais même c'est encore mieux si c'est des biens que vous voulez garder sans les revendre, des biens de qualité qu'on garde dans la famille et que vous transmettrez les parts des SCI à vos enfants. Mais en fait, alors oui, je prends en compte effectivement les frais comptables, les taux d'emprunt plus élevés, mais c'est du second ordre ça. Et ce qu'il faut bien que vous voyez dans les régimes fiscaux, c'est que tous ont leurs avantages et tous ont leurs inconvénients. Il y a beaucoup sur YouTube d'ultra fans du LMNP, du LMNP, qui est intéressant, mais qui a aussi des inconvénients. Un exemple, c'est souvent quand on commence à LMNP, on fait tout pour ne pas passer à LMP. Ça peut être une barrière finalement à amplifier son patrimoine, parce que finalement, ça nous fait, on se auto-limite en fait, si on ne fait que ça. La SCI à l'IS a aussi des inconvénients. Alors les autres qui critiquent le LMNP et le LMP disent la SCI à l'IS, c'est la garantie de la stabilité fiscale, contrairement à la fiscalité du particulier qui change tous les 4 matins. Oui, c'est vrai, mais ceci dit, c'est pas non plus l'assurance tout risque. En tout cas, pour ceux qui utilisent le taux à 15% jusqu'à 40 000 euros de bénéfices. Puisque on a vu déjà qu'il y a eu des amendements, les gens qui préconisaient ça avaient l'argument de dire on ne touchera pas à la fiscalité des sociétés parce que les sociétés, c'est pas que les SCI, ça créerait du chômage, etc. sur les sociétés traditionnelles. On avait vu passer l'année dernière des amendements qui disaient on va faire sauter le taux à 15% sur les SCI à prépondérance immobilière. Donc en fait, voilà, en tout cas pour ce taux à 15%, celui à 25% c'est un autre débat, mais c'est pas non plus parfait. Moi j'aime bien aussi faire en fiscalité propre du non meublé en conventionnement ANA parce que ça a l'avantage de rester dans le patrimoine personnel, donc de pouvoir en tirer les fruits sans subir une imposition. Ça a l'avantage d'atténuer la facture fiscale. Ça a l'avantage de ne pas s'embêter avec des meubles qui s'usent, des rotations de locataires plus fréquentes, etc., des meubles à mettre en place. Ça a l'avantage de vous créer de l'optionnalité, puisqu'à la fin des conventions, vous pouvez les renouveler ou choisir de ne pas les renouveler, ou de changer, ou d'utiliser le nouveau dispositif qui existe dans la fiscalité actuelle. Mais ça a aussi l'inconvénient de vous faire des loyers un peu plus bas, alors que même si vous compensez plus que largement avec vos réductions d'impôts, loyer un peu plus bas, ça veut dire que si vous deviez revendre un bien de façon imprévue, eh bien vous le revendriez moins cher. Et puis, loyer un peu plus bas, quand vous faites finalement vos ratios de taux d'endettement, ça vous fait un peu moins de place pour d'autres biens, puisque finalement vous louez un peu moins cher en brut. C'est souvent ce que retiennent les banques dans le calcul, que ce que vous auriez pu louer sans la convention. Même si en net vous gagnez plus, mais ça c'est un peu compliqué à expliquer, et ça ne rentre pas toujours dans les calculs d'endettement. Donc tous les régimes ont des inconvénients. Après, il y en a qui préconisent ça ou ça parce que y a pour eux des inconvénients ou des avantages qui pèsent plus que d'autres. Moi, j'ai une autre stratégie. J'ai choisi de ne pas mettre mes œufs dans le même panier et d'aller un peu avec un tiers du patrimoine dans chacun des régimes SIS, LMP, LMNP et puis fiscalité nue avec conventionnement qui l'atténue. Ensuite, question de Julia. Je suis quelqu'un d'indécise. J'ai l'impression que ça me bloque pour être performante dans mes investissements. Alors, j'ai envie de dire, Julia, ça dépend sur quoi tu es indécise. Est-ce que tu es indécise sur les petites décisions ou est-ce que tu es indécise sur les grandes décisions?
c'est vrai que je n'ai jamais rencontré une personne indécise sur les petites décisions devenir un bon investisseur, un bon entrepreneur ou un investisseur à succès. Finalement, les investisseurs à succès, ils prennent des décisions rapides pour les choix futiles. Par exemple, les investisseurs à succès, ils prennent des décisions rapides pour choisir leur plat au restaurant. Et ils se foutent complètement de savoir si on a bien mis les bonnes assiettes assorties de mamie lors du repas du dimanche. En revanche, ils vont prendre un temps de réflexion et un temps de décision bien plus long pour des choix importants de vie. Dans quelle ville ils vont vivre, quel conjoint ils vont choisir, et bien sûr, ce sur quoi ils vont faire leurs plus gros investissements. Donc en fait, les investisseurs à succès, ils ont une capacité à savoir quelle décision aura de l'importance ou non. Et ils ont la capacité à bazarder de façon immédiate les décisions sans importance dans ce mix-là. Alors, si tu es indécis que sur les grandes décisions et pas sur les petites décisions, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça ne va pas te handicaper dans ton parcours d'investisseur. Si tu es indécise, y compris sur les petites décisions, bon, c'est une moins bonne nouvelle, mais il y a quand même une nouvelle un peu plus réjouissante, c'est que savoir prendre des décisions, il y a une part innée et une part acquise. Et comme il y a une part acquise, il y a une part qui peut s'apprendre et qui peut se corriger. Et comment tu corriges? Eh bien, en t'entraînant. Donc, la prochaine fois que tu vas au resto avec tes copines, tu t'obliges à choisir ton plat en 30 secondes. Voilà, c'est ton défi. Ensuite, une question d'Hassan. Tu dis toujours dans tes livres ou dans certaines vidéos qu'il faut commencer pour son premier investissement immobilier par un petit projet pour se faire la main. Mais qu'entends-tu par un petit projet? Est-ce un studio, un T1 ou un T2? Finalement, il n'y a pas de réponse fixe. Quand je dis petit projet, ce n'est pas forcément un petit projet en valeur absolue, c'est un petit projet en valeur relative, c'est-à-dire eu égard à tes moyens. Je te donne un exemple. Si tu gagnes 20 000 euros par mois, un micro-immeuble de rapport dans une ville de 200 000 habitants, de 2 ou 3 appartements à 300 et quelques mille euros, ça va te représenter moins d'un an et demi de salaire. Et en relatif, ça va être un projet moins gros que quelqu'un qui va gagner par exemple 2500 euros par mois et qui va choisir comme premier petit projet un T2 dans une ville de province à 70 000 ou 80 000 euros, puisque lui, ça lui fera déjà 2 ans et demi de revenus. Donc en fait, pour la personne qui gagnait 20 000 euros par mois, ça n'aurait pas de chance de prendre comme petit projet un studio à 70 000 euros. Finalement, il n'aurait pas assez d'ambition eu égard à ses moyens, parce que, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on se place par exemple en location longue durée, un appartement loué à tel endroit à 300 euros de loyer mensuel, ça ne va pas vraiment être moins de travail qu'un autre appartement à tel endroit loué 700 euros par mois. Vous allez avoir un locataire dans chacun des deux appartements, ce sera à peu près le même boulot, et ceux que vous déléguez à une agence ou non, parce que même quand on délègue à une agence, il nous reste toujours un petit peu de boulot, on ne va pas faire de la vente de rêve là-dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement un petit projet pour commencer, pour se faire la main? Alors j'aime pas parler de risque zéro, mais ça veut dire un projet où tu es en risque relativement faible par rapport à tes moyens. Ensuite, une question de Antonio. J'ai un projet de business. Pour le faire performer, il serait utile que je rencontre mon parcours et mes réussites en entrepreneuriat et en investissement. Seulement, j'hésite entre le faire soit sous mon vrai nom, soit sous un pseudo. Ma crainte, l'exposition que ça entraînerait de le faire sous mon vrai nom et les potentiels haters qui pourraient affecter ma famille. Comme toi, Julien, tu as fait quelque chose de similaire avec tes livres et tes vidéos, je pense que ton avis me serait intéressant. Alors, on est plus dans un domaine un peu entrepreneurial. Alors, effectivement, je peux te comprendre. Moi, j'ai eu mon premier hater il y a longtemps. Là, j'ai même un peu mieux, puisque j'ai vu récemment qu'on en était jusqu'à me piquer mon nom. Alors, je m'explique. C'est effectivement, j'ai un nom qui n'est pas forcément courant. Il doit y avoir 2 familles en France, la mienne plus une autre. Et donc, je connais si tel prénom plus mon nom existe réellement ou pas. Et l'autre jour, en cherchant De La Grandane sur Amazon dans les livres d'investissement, j'ai vu qu'en plus des livres de Julien De La Grandane, donc les miens, il y avait plein de prénoms, Vincent De La Grandane, je ne sais quoi, etc., Anthony De La Grandane, qui avaient des livres d'investissement. Alors, les gens ont tout simplement piqué mon nom pour profiter des recherches sur le livre De La Grandane et puis essayer de vendre des livres, souvent écrits par l'intelligence artificielle. Donc ça ne marcherait pas si j'avais un nom un peu moins atypique, mais voilà, on en est jusqu'à me piquer mon nom. Donc les haters, ils sont bien derrière moi et ça fait longtemps. Alors pour répondre à ta question, finalement, moi je considère que les gens qui donnent des leçons ou qui agressent sur Internet, ils ont toujours à la base une frustration. Et que finalement, leur attitude,
à t'expliquer un peu la vie, elle vient chercher à combler cette frustration en se mettant sur une sorte de piédestal moral pour combler leur frustration, entre guillemets, et pour se donner de l'importance temporairement. Je me dis aussi que ce ne sont jamais des gens qui ont fait ou réalisé des choses. Est-ce que tu as vu déjà Jeff Bezos, Warren Buffett, Bernard Arnault critiquer les gens? Pas vraiment. Donc voilà, les gens qui sont bien dans leur basket, ils vont pas perdre de temps à aller critiquer sur Internet. Donc une fois que tu as dit ça, et d'ailleurs je crois que c'est Thibault Louis qui disait que répondre ou débattre avec un hater, c'est comme se rouler dans la boue avec un cochon, c'est-à-dire que toi tu vas ressortir tout sale et que l'autre il va être content. Je trouve que l'image, la métaphore est assez bien. Alors, oui, je vais t'avouer que moi, mes premiers haters, mes premiers commentaires qui m'assassinaient sur mon livre, même s'il n'y en a pas beaucoup hein, dans la masse des 4000 commentaires sur l'investissement immobilier locatif intelligent, mais il y en a eu hein, des moments, les premiers m'ont fait un peu mal. Mais aujourd'hui, en fait, je sais que haters, c'est synonyme de succès. En fait, tu n'as pas de haters si tu n'as pas un certain succès. C'est même logique et directement mathématique pour moi. Donc quand tu sais ça, finalement, c'est pas quelque chose à craindre. Et moi, je te conseillerais plutôt de le faire sous ton vrai nom. Surtout qu'après, tu pourras faire levier sur ton vrai nom si on t'invite à des conférences, des choses comme ça. Il vaut mieux le faire sous ton vrai nom. Et pour les haters, je dirais même, maintenant que je sais qu'avoir des haters, c'est finalement synonyme du succès, si tu es à refaire, je mettrai une bouteille de champagne au frais, je la préparerai et elle serait prête à ouvrir pour le jour où j'ai mon premier hater. Ensuite, une question de Enzo. Faire un portefeuille en bourse avec uniquement des entreprises familiales, est-ce une bonne idée? Alors, je comprends pourquoi tu me poses la question, puisque les entreprises familiales, donc détenues par des familles en majorité, mais qui sont également cotées en bourse, peuvent avoir un intérêt. Par exemple, elles ont une vision à plus long terme, plutôt que de regarder sans arrêt les résultats du prochain trimestre. Elles ont souvent un bilan sain et peu endetté, qui leur permet de mieux passer les crises, des choses comme ça. Et on en trouve sur la cote. Alors notamment, oui, j'ai oublié de préciser, tu me disais que c'était pour remplir ton PEA. Et effectivement, on en trouve sur la cote et suffisamment pour en mettre dans le PEA avec des entreprises françaises. Alors on va en avoir plus sur les small caps en proportion d'entreprises familiales, mais on en trouve aussi sur les large caps et sur les méga caps. LVMH, par exemple, c'est une entreprise familiale. Et je parlais justement dans ma formation Investir en bourse dans les entreprises exceptionnelles du cas particulier des entreprises familiales dans l'un des modules. Bon, sans tout révéler hein, par égard à ceux qui ont acheté la formation, on disait qu'elles avaient un intérêt et qu'il était intéressant de les regarder avec une attention particulière et peut-être de plus près que les autres quand on passe sur une liste vaste, justement pour les intérêts qu'on a dit. Mais on conclut néanmoins dans la formation, dans le module qui aborde ça, qu'être une entreprise familiale, ce n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour en faire une entreprise exceptionnelle en bourse. Petit instant autopromo, je mets les références de ma formation dans la description de la vidéo. Si je ne le faisais pas, ce ne serait pas drôle. Ensuite, une question de Vincent. J'ai 47 ans et je pense bientôt prendre mon indépendance financière. J'ai cotisé pas mal déjà pour ma retraite. Comment éviter de perdre des trimestres de retraite en mode indépendance financière? Alors, c'est une réflexion intéressante parce que tout le monde ne l'a pas. Alors attention, tu as précisé que tu avais 47 ans, si tu avais 28 ans, je ne te ferai pas forcément la même réponse. Mais si tu as 47 ans, ça veut dire que tu as déjà pas mal cotisé dans le régime de retraite, potentiellement avec des sommes assez élevées, parce que voilà, si tu arrives à l'indépendance financière, c'est peut-être que tu avais des revenus confortables. Le système de retraite, tout le monde le critique. Alors c'est sûrement un système qui a en gros un ROI moins intéressant que tes investissements en bourse, mais il peut avoir l'intérêt que moi j'aime bien, c'est qu'il est décorrélé du reste de tes investissements par le système de répartition. Donc en termes de sécurité, ça peut être bien de ne pas perdre tes droits à la retraite, si notamment dans ton indépendance financière, sur les 15 prochaines années où tu vas vivre uniquement de ton patrimoine, et bien finalement tu tapais un peu plus dedans, où il était un peu moins rentable que ce que tu as prévu dans tes simulations. Alors, suivant le statut, en gros, pour faire 4 trimestres de retraite, il faut gagner entre 10 et 20 000 euros par an. Donc, tu peux créer une petite activité exercée en entrepreneur, en auto-entrepreneur, enfin en micro-entrepreneur. Tu n'as pas besoin de beaucoup de chiffre d'affaires. Si tu ne sais pas quoi créer avec quelques connaissances informatiques, tu peux aussi racheter des business internet. Hein. Il y en a qui se rachètent pour ce genre de petits chiffres d'affaires pour moins de 2 fois le chiffre d'affaires annuel. Alors, attention quand même, parce que finalement, ça reste des entreprises, mais c'est des petites entreprises, c'est business internet,
Et finalement, quand ça commence à partir à volo, gérer les problèmes dans un business à 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est pas forcément moins fatigant que faire la même chose dans un business plus gros à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, c'est pas forcément 100% passif, ça dépend ce qui te plaît et ce que tu as envie de faire. Mais par exemple, si tu as eu une expertise de consulting, alors même si on rentre dans le échanger son temps contre de l'argent, si tu es capable de facturer 2000 euros la journée, vaut peut-être mieux facturer 5 à 10 jours par an que t'embêter à racheter un business internet soi-disant automatique. Les autres alternatives, c'est que tu peux aussi te verser une rémunération avec tes sociétés si tu as construit ton patrimoine immobilier avec des sociétés type holding, SC IS, des choses comme ça. Ou être en LOR, en meublé professionnel, mais là, attention, si tu fais un bénéfice net ou un bénéfice à zéro, chaque année te rapportera que 3 trimestres avec la cotisation minimale et non 4, ce qui est déjà mieux que rien. Ensuite, une question de Kenza. Alors, quand je regarde la plupart des investisseurs immobiliers sur YouTube, ils sont tous très dynamiques, presque des piles électriques. Toi, tu es un peu plus calme, ça me rassure. Mais moi, je ressens parfois l'impression de ne pas être assez dynamique pour entreprendre cela. Comment te répondre? Je veux dire, si tu dors tout le temps, oui, tu vas pas être assez dynamique pour te lancer dans le domaine de l'investissement. Après, ça va aussi avec la personnalité. Moi, je suis pas non plus dynamique en type pile électrique, je suis beaucoup plus calme que ça. Si on devait me définir, ce serait plutôt je suis proactif que je suis dynamique. Mais en fait, arrête de te faire des images stéréotypées, j'ai envie de dire, sinon, il y a autant de styles pour réussir en investissement immobilier que de personnalités, et plusieurs chemins mènent à Rome. Donc, ne prends pas forcément un stéréotype. Le stéréotype que tu vois sur YouTube, c'est surtout un type d'investisseur immobilier. Il y en a d'autres qui sont parfois plus discrets et qui ne traînent pas sur YouTube. Donc, trouve ta voie. Et enfin, une question de Loïc. Julien, j'ai vu que tu étais passé dans plusieurs podcasts. Tu n'es pas encore passé dans la martingale, bien que je te le souhaite. Ma question est, quelle est ta martingale ou quel serait ton mantra? Comment répondre à ça? Alors déjà pour moi, une martingale et un mantra, c'est pas tout à fait la même chose. Si je devais donner ma martingale d'investisseur, alors j'y réfléchis un peu avant la question là, puisque c'était un peu plus dur à répondre un peu à l'improviste. Alors ma martingale, ce serait, si je devais la formuler, acheter de la qualité à prix raisonnable, la garder longtemps et même si on peut vendre de temps en temps, ne jamais vendre les joyaux de la couronne. Et alors le mantra, c'est un peu différent de la martingale. Moi, mon mantra que j'aime bien reprendre de temps en temps, c'est une citation du poète René Char du début du XXe siècle, qui dit impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et d'ailleurs, cette phrase un peu mantra, je l'ai ressentie sur mon pot de retraite anticipée, entre guillemets, quand j'ai quitté mon job salarié, parce que j'étais dans une boîte où traditionnellement il y avait peu de turnover, beaucoup de gens faisaient toute leur carrière dans cette boîte et partaient à la retraite ensuite, même s'il y a un peu plus de démissions maintenant, mais à l'époque où je suis parti, c'était encore assez rare dans la culture d'entreprise de la boîte finalement. Alors pourquoi aussi? Parce qu'il y avait un petit statut, alors c'était pas EDF, etc., mais on avait un statut un peu similaire, tout en ayant un statut privé, une boîte qui était dans des activités concurrentielles, une certaine sécurité de l'emploi avec un statut type EDF. Et beaucoup de gens, lors de mon pot justement de départ, que j'avais dû faire en plus parce que c'était en pleine période Covid, en comité très restreint, avec juste mon équipe proche, etc., puisqu'il y avait des quotas, eh bien beaucoup de personnes me disaient ah, ben, c'est courageux ta décision, etc. Et en fait, moi, quand ils me disaient c'est courageux ta décision que tu prends, etc., de partir, mon mantra me résonnait. En fait, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et on attaque la dernière question, qui est une question de Romain. Julien, as-tu des regrets dans ton parcours d'investisseur? Alors, je vais prendre la question plutôt dans le point de vue regret dans le sens général, dans le sens stratégie globale d'investisseur. Parce que finalement, la question sur des erreurs d'individuels que j'ai citées, etc., de mon parcours d'investisseur, j'y ai déjà répondu dans de précédentes vidéos questions-réponses investisseurs. Et en plus, c'est marrant parce qu'elle fait un peu écho avec une discussion que j'avais avec un ami qui est un peu dans la même situation que moi, voilà, prise d'indépendance financière il y a 3-4 ans. Et je discutais avec lui, je lui disais, bah, tu vois là, je pense que j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Et chaque fois, le j'aurais pu, c'était mieux que ce que j'avais fait. Lui, il m'écoutait, puis d'un coup, il me fait, mais t'arrives encore à avoir des regrets, toi? Et alors, en fait,
c'est pas vraiment des regrets. En fait, pour bien expliquer, c'est un peu le phénomène de la personne la plus intelligente dans la pièce. Tu sais, on dit il faut essayer de ne pas être la personne la plus intelligente dans la pièce parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Et alors moi, c'est pas que j'avais le syndrome de la personne la plus intelligente dans la pièce, mais c'est que quand j'étais salarié, dans mon entourage, le plus avancé en investissement, c'était moi. C'est à moi qu'on venait demander des conseils, etc. Alors j'avais un peu une sorte de mentor à qui j'ai changé de stratégie en parallèle, mais finalement il était un peu plus avancé que moi, mais pas beaucoup. Et c'est maintenant finalement que je suis passé dans l'autre monde où bah, j'échange avec des personnes qui sont dans ma situation, des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Et il y en a qui ont été plus loin que moi parce qu'ils ont été un peu plus bourrins dans ce qu'ils ont fait, voilà. Et parfois, je me dis, si je refais, ben voilà, au moment où j'étais à un rythme d'un appart par an en 2014, j'aurais pu en faire 2 ou 3, finalement, voilà, ça n'aurait pas été si difficile. Mais d'un autre côté, ce que je sais pas, peut-être que ça m'aurait procuré trop de stress, j'en sais rien. Si c'était pour me faire perdre des années d'espérance de vie, ça valait pas non plus le coup. Donc en fait, c'est pas vraiment de véritables regrets ce que j'ai. Mais pour imaginer un peu, c'est un peu comme quand je fais une compétition de sport. Pour prendre un exemple, dans mes clubs de badminton, il y a un tournoi interne annuel. Et tu vois, si je fais troisième, et que mon niveau, c'est à peu près ça, il était entre la cinquième et la troisième place, bon ben voilà, je suis content, j'ai réussi à faire le podium. Tu vois, j'étais entre cinquième et troisième, j'ai réussi à faire le podium, c'était à peu près mon niveau, je suis content. Mais tu as toujours le petit regret du sportif, c'est-à-dire que si les écarts de niveau n'étaient pas énormes, tu sais que plutôt que d'être dans ton jour moyen, si tu avais été dans ton meilleur jour, tu vois, le jour où tout passe, où tes matchs y passent, les amortis passent ric-rac, tu fais pas de faute, tu loupes rien, et ça arrive de temps en temps d'avoir des jours comme ça dans l'année, et bien si tu avais été dans ce jour-là, tu sais qu'il y avait la place pour gagner le tournoi. Et bien là, tu as toujours ce petit regret. Donc c'est un peu plutôt ça, c'est pas des vrais regrets, voilà, c'est ça que je peux avoir parfois, mais j'ai envie de dire, comme je peux toujours me reposer cette question quand je fais le film à l'envers, Retour vers le futur. Euh, Tu vois, je peux me dire aussi que mon école d'ingé, j'aurais pu avoir mieux si j'avais pas fait le choix de la prépa en province, et puis si pendant la prépa, j'en avais pas gardé sous le pied, et j'étais pas en train de regarder la télé à 20h30, j'avais bossé jusqu'à minuit tous les soirs comme certains font. Mais ça va aussi avec mon côté un peu Pareto, en gros, qui cherche à optimiser son rendement sur effort. Donc je pense que c'est la contrepartie. Comme je cherche à optimiser mon rendement sur effort, en gros, je maximise ce que je peux avoir avec une certaine tranquillité. Et forcément, quand je me retourne, je me dis qu'en ayant eu à fond le pied sur l'accélérateur, et ben forcément, ce résultat aurait pu être un peu au-dessus. Mais ce n'est pas forcément des regrets parce que finalement, voilà, c'est ce qui a été avec mon caractère, ma personnalité, et je suis très satisfait de ma situation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors dites-moi si vous en voulez encore d'autres, posez vos questions, essayez de les renouveler un peu. Je verrai selon s'il y en a assez, si je refais ce type de vidéo. S'il y en a un peu moins, peut-être qu'au lieu de faire un rendez-vous trimestriel comme on faisait jusque-là, ben, j'en ferai encore, mais j'en ferai qu'une ou deux par an. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je mets dans la description toutes les références de mes livres, de mes contenus sur les investissements, etc., de ma formation sur la bourse. Et je vous mets même des petits cadeaux à télécharger gratuitement qui pourront vous aider dans vos investissements. À bientôt sur Blog Mes Investissements et sur la chaîne YouTube associée.